Dans quelques mois s'ouvrira à Paris la COP 21, sommet international pour tenter d'agir enfin de façon concertée sur la question du climat. Ces derniers mois, plusieurs États ou autres entités ont délivré une contribution en vue de ce sommet. L'Union européenne, traditionnellement à l'avant-garde sur ces questions, s'est montrée fidèle à sa réputation. Elle a été la première avec la Suisse à convenir d'un texte commun qui a été qualifié d'important. Plus inhabituel, l'Église s'est invitée dans ce débat sensible. Le pape François a publié le 24 mai dernier l'encyclique Laudato Si, qui affirme, comme ça n'avait jamais été fait encore, l'origine humaine et l'urgence de la question climatique. Le document a trouvé un écho mondial, suscité quelques critiques, mais les réactions ont le plus souvent été enthousiastes. Avec ce texte, François ne fait pas que parler de l'environnement, il fait bien davantage. Il dresse un véritable tableau de notre époque. Il évoque pêle-mêle les nouvelles technologies et leur incidence sur les rapports humains, la question du progrès et ses conséquences, mais aussi le logement ou le transport. Il se montre ainsi souvent très concret, critique parfois aussi, notamment à l'égard du monde politique et surtout de la finance. Quels sont les apports de ce texte sur la question du climat et sur le reste? Quelles pistes de réflexion, quelles solutions François propose-t-il? Ce sont ces questions que l'on se pose aujourd'hui. Le temps de l'Europe. Antoine Lheureux, Johanna Touzel. Bonjour Johanna. Bonjour Antoine. Notre invitée c'est Martine Mayer. Bonjour et bienvenue Martine Mayer. Alors vous êtes jésuite allemand, directeur du GESC, c'est le Centre social européen des jésuites qui est basé ici à Bruxelles. Vous avez travaillé comme journaliste à la revue allemande Stimmen der Zeit et vous vous êtes beaucoup intéressé aux questions environnementales notamment. Vous avez également vécu de longues années au Salvador et vous êtes spécialiste d'Oscar Romero qui vient juste d'être béatifié par le pape François après avoir été assassiné pour son engagement en faveur des plus pauvres. Martine Mayer, avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur ce sommet des consciences qui s'est tenu mi-juillet à Paris. Une quarantaine d'autorités morales, politiques et religieuses, dont le cardinal Peter Turkson, le président du Conseil pontifical de justice et paix, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, que François cite dans son encyclique, ou encore l'ancien secrétaire général des Nations, Kofi Annan. Est-ce que ça ne montre pas que la question du climat, au-delà de la politique, au-delà de l'économie, maintenant est devenue surtout une affaire de morale? Bien sûr, il y a cette dimension morale, il y a la dimension d'éthique et le pape François, il le souligne beaucoup dans cette encyclique et il prend une approche intégrale. Il considère la question du changement climatique pas uniquement comme une question climatique, mais une question de justice et il relie dans cette encyclique avec la question climatique, toute la question aussi de notre style de vie, de notre manière de production, de consommation. Donc il s'agit d'une vision intégrale et il parle explicitement aussi d'une écologie intégrale. Alors dans cette encyclique, il y a quand même deux nouveautés qu'on attendait de la part de l'Église catholique. C'est le pape François insiste sur le caractère urgent de cette question, c'est un fait. Il acte les dernières données scientifiques sur le sujet et il dénonce même un certain assoupissement, une joyeuse irresponsabilité. Est-ce que ce texte ne vient pas un peu tard quand même, quand on voit que le mouvement écologique mondial a débuté il y a des décennies? Est-ce que ce n'est pas un peu tard cette encyclique ? Je crois qu'il faut voir que cette encyclique s'inscrit dans un processus plus large. L'Église catholique parle de la question écologique depuis les années 70 et le pape François, il reprend l'enseignement du pape Paul VI, de Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, il a beaucoup parlé aussi des questions écologiques et il remonte même jusqu'à l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII. Et le pape Jean XXIII, avec Pacem in Terris en 62, dans le contexte de la crise de Cuba, il fait un appel urgent à la paix et il s'adresse, et ça c'est une nouveauté dans la doctrine sociale de l'Église, il s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Et le pape François, il adopte cette perspective universelle. Ce n'est pas seulement aux catholiques qu'il s'adresse, à tous les hommes, bien sûr, à toutes les femmes de bonne volonté. Et il voit une urgence comparable à l'urgence dans la guerre froide de Pacem in Terris. Et dans ce sens, je crois qu'il publie cette encyclique à un moment opportun, avant le sommet de Paris.
Alors justement, est-ce que vous trouvez qu'il met un point final finalement au débat, parce qu'il y a quand même encore des voix au sein de l'Église qui sont un peu climato-sceptiques. Est-ce que vous pensez que cette encyclique va mettre un terme à ce genre de doute encore ? Moi, je ne parlerai pas d'un point final, parce que le pape, il veut inviter précisément à un dialogue. Bien sûr, il fait sien le consensus partagé par les scientifiques du monde. Et ce consensus ne laisse pas de doute que l'augmentation de la température moyenne des dernières décennies, le changement climatique dangereux, est dû aux causes humaines. Et dans ce sens, oui, le pape, il adopte un consensus scientifique. Et c'est vrai que la minorité, c'est surtout des conservateurs aux États-Unis, républicains conservateurs, on va y revenir, ça, posent à la fin de encore. l'émission, oui. Ils mettent en question ce consensus, mais le pape est clair que pour lui, c'est quelque chose qui est hors de doute. Alors dans cette encyclique, vous en avez parlé, hein, François fait le lien entre justice climatique et justice sociale. Vous-même, vous revenez du Salvador. Alors les paysans, parlez-nous un petit peu de la situation là-bas. Ceux que vous avez rencontrés là-bas, est-ce qu'ils subissent déjà l'impact des changements climatiques ou est-ce qu'ils s'en inquiètent ? C'est un fait global que ceux qui subissent les premiers, les conséquences du changement climatique, c'est les pauvres. C'est ceux qui vivent aux côtes des océans et une menace très urgente, c'est l'augmentation de l'océan et ça touche directement ceux qui vivent aux côtes. La question de la déforestation. Au Salvador, il y a une déforestation qui monte presque à 100%. Et c'est le cas encore plus dans les pays de l'Amazonie. Donc, un thème tout à fait central du pape, c'est cette relation entre la question écologique, la question de la justice, que ceux qui causent le plus le changement climatique sont les pays riches. Et en même temps, ceux qui en subissent le plus les conséquences, ce sont ceux qui ne contribuent très peu, mais qui ne peuvent pas prendre des mesures de précaution et qui ne peuvent pas se défendre. Et c'est les pauvres de ce monde. Ouais, et on va parler de la responsabilité des pays du Nord plus tard dans l'émission. François évoque notamment la dette écologique, mais refermons pour un instant ce chapitre sur le climat. Dans cette encyclique, François aborde beaucoup d'autres questions, notamment les nouvelles technologies. Alors je cite, « En devenant omniprésentes, ces nouvelles méthodes de communication ne favorisent pas le développement d'une capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d'aimer avec générosité. Il dit même l'information devient divertissement. Il parle de pollution mentale, d'émotions artificielles. » Est-ce que sur ces questions, François nous invite à une sorte de prudence ? Tout à fait. Je crois qu'il intègre la question écologique dans une perspective plus vaste. Il n'est pas contre les innovations technologiques, il est très clair là-dessus, mais en même temps, il voit les ambiguïtés, il voit les dangers et il met en garde contre ce qui est dangereux, ce qui ne favorise pas une évolution humaine saine et juste. Alors sur la question du progrès, pour en finir sur le progrès, le travail aussi, la manière dont on travaille est complètement bouleversée. On parle parfois de travail collaboratif. Lui dit, je le cite, « Les conditions sont créées pour que le sens du travail soit défiguré ». Là aussi, il invite à faire attention à cette question-là. Hein. Oui, c'est un thème récurrent aussi dans la doctrine sociale de l'Église. Le pape Jean-Paul II, il a dédié toute une encyclique à la question du travail humain, Laborem Exercens. Et le pape François, il touche aussi les questions du travail digne et du droit au travail. Il s'est adressé récemment, pendant son voyage en Amérique latine, en Bolivie, aux mouvements sociaux. Et il a repris une formule allitérative en espagnol, trabajo, techo, y
cela se reflète aussi dans l'encyclique, le droit au travail, le droit à une habitation digne. Et puis il y a aussi une autre question très spécifique, il en aborde beaucoup d'ailleurs, hein, le logement, les villes, etc. Puis il y a la question des OGM, qui fait même ici débat au Parlement européen où nous sommes, entre les États membres. Et lui, il appelle à un dialogue ouvert entre les pour et les contre. Il dit que ce sont des processus nouveaux. La recherche et l'amélioration génétique des plantes a toujours existé, mais il y a une accélération, et qui peut être un progrès en soi, mais à vérifier. Et donc, il invite notamment ceux qui veulent les utiliser à apporter la charge de la preuve que ce sera inoffensif sur l'environnement. Mais donc, il appelle en fait à un dialogue nouveau et un peu dédramatisé sur ces sujets pour arriver à des solutions concrètes. Tout à fait, oui. Je dirais que, comme il est jésuite, il met en œuvre un principe très important de ce qu'est la spiritualité ignatienne, le principe du discernement. C'est-à-dire d'abord d'analyser une question, et il se sert des sciences, et après essayer de creuser et de faire un jugement en appliquant des critères éthiques et d'en tirer des conclusions pratiques. La méthode de l'encyclique, c'est le triple pas du voir, juger, agir. Et dans cette démarche, entre ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire une analyse d'une question dans son contexte et en réfléchissant sur les effets possibles, et tout cela pour prendre une position, pour prendre une décision. Et le pape, il est très prudent, mais en même temps, il essaie d'y arriver aussi à des conclusions pratiques. Et on va voir à la fin de l'encyclique, il fait toute une série aussi de recommandations de ce qu'on peut faire. Alors ça, on va y venir dans un instant. Là, on s'intéressait, on l'a dit, à des questions très pratiques. On a parlé aussi des nouvelles technologies que le pape François aborde. Évidemment, cette question du climat. Je rappelle que nous recevons ici à Bruxelles, au Parlement européen, Martine Meyer, directeur du JESC, le Centre social européen des Jésuites. Quelque chose de très fort aussi, Martine Meyer, dans cette encyclique, c'est la critique. Il y a une critique très forte, notamment à l'égard du monde de la finance. Je cite, « La soumission de la politique à la technologie et à la finance se révèle dans l'échec des sommets mondiaux sur l'environnement ». Alors on va parler dans un instant de la gouvernance mondiale sur les questions climatiques, mais sur cette critique de la finance, ça rejoint son discours qu'il a eu auparavant, mais c'est très fort. Hein. C'est très fort, mais je crois que c'est très fondé en même temps, parce que venant de l'Amérique latine, venant de Buenos Aires, où il y a quand même des bidonvilles de pauvreté et de misère terrible, il sait bien ce qui est la réalité vécue, suivant les chiffres des Nations Unies, de plus de 800 millions d'êtres humains qui vivent sous le seuil de ce qui est défini comme seuil de la pauvreté, c'est-à-dire dans la misère. Et pour lui, c'est une question du système global. Et il met en question ce système global. Il l'a fait dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, et il a formulé d'une manière très pointue, et ça fait beaucoup de discussions. Cette économie tue. Hein. Mais je crois que c'est un fait que chaque jour, plus de 30 000 hommes, femmes, enfants meurent de faim et de maladies qui pourraient être évitées. Et donc il reprend dans cette encyclique cette mise en question forte du système global économique et financier. Et donc il ne va pas se faire beaucoup d'amis dans le monde de la finance, hein ? C'est vrai, oui, il y a eu des réactions assez fortes. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne a été très critique, et il reprochait au pape qu'il ne comprend rien du fonctionnement de l'économie. Mais en même temps, je crois que la grande majorité des commentaires a été favorable. Et il ne veut pas proposer des solutions faciles, mais il veut inciter un dialogue, une recherche commune.
Et pour cela, je crois que parfois, il faut aiguiser les choses et il faut prendre aussi un discours prophétique. Et tout en étant latino-américain, il prend cette perspective prophétique. Alors, et il met un peu la barre à gauche aussi, non? Est-ce Voilà. qu'il pourrait être perçu comme un pape qui met un peu plus la barre à gauche sur les questions sociales de... Oui, droite et gauche, je crois que c'est pas tellement la catégorie qu'il faudrait utiliser. C'est plutôt la question de la justice et de l'option préférentielle pour les pauvres. Et pape écolo, on l'a évoqué aussi dans les Oui, journaux. c'est On aussi pourrait dire ça. un étiquet un peu facile. Ouais, un peu réducteur. Oui, je dirais un pape, comme il le disait dès le début de son pontificat, qui cherche une église pauvre pour les pauvres et qui met au centre de ses préoccupations la relation entre la foi et la justice. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. On s'intéresse maintenant aux solutions. Johanna, je parlais il y a un instant des questions de gouvernance. Là aussi, il se montre assez critique sur la politique. Alors assez critique, d'ailleurs il montre une grande expertise sur les différents accords qui ont été signés ou qui sont en cours au niveau du climat. Donc ça montre déjà qu'il est très informé sur l'évolution des négociations, il est très critique et lui il appelle à une nouvelle éthique des relations internationales. Il pense quand même que la solution, elle se situe dans une gouvernance mondiale qui serait mieux gérée, mais pour lui les solutions ne peuvent pas être nationales. C'est au niveau mondial qu'il faut essayer de trouver des solutions, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Il dit explicitement, on l'a déjà mentionné, que le problème des sommets mondiaux qui n'arrivent pas à des accords communs, le problème c'est que les intérêts nationaux sont mis au-dessus du bien commun global. En même temps, il respecte aussi ce qui, dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église, c'est le principe de subsidiarité, qui est d'ailleurs un principe tout à fait fondamental aussi de l'Union européenne. Et il dit il faut chercher des solutions au niveau international, global, mais en même temps, il faut descendre à l'échelle nationale, à l'échelle des communes, même des familles et de l'individu. Voilà, on va revenir au niveau local, mais pour ce qui concerne le national et l'international, lui dit ce qu'il manque, ce sont des cadres régulateurs généraux qui imposent des obligations, qui empêchent des agissements intolérables, et là il cite un exemple très concret, comme le fait que certaines entreprises et certains pays puissants transfèrent dans d'autres pays des déchets et des industries hautement polluantes. Donc pour lui, ce qui manque, c'est quand même un cadre contraignant. Tout à fait, oui, tout à fait. Il fait appel à une autorité mondiale. Bon, on a je dirais, ce cadre d'autorité mondiale avec les Nations Unies. Et la COP 21 à Paris, c'est une conférence sous le toit des Nations Unies. Et ce qu'on doit espérer, c'est précisément que on arrivera dans cette conférence de prendre des décisions globales pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. Alors justement, vous parlez des Nations Unies, on a parlé de ces grandes conférences, ces grands-messes en quelque sorte. Il y a eu à Copenhague en 2009 le lancement d'un fonds vert. On a dit qu'il faut 100 milliards d'ici à 2020. Pour l'instant, 10 milliards seulement ont été versés par les pays. La France, la Grande-Bretagne ont mis 1 milliard par exemple chacun. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que ces grandes conférences et ces grands objectifs finalement n'aboutissent pas à grand-chose. C'est une question de fait et en même temps on ne peut pas se résigner parce que des problèmes globaux comme le problème du changement climatique dangereux a besoin d'une approche et d'une solution globale. Et je crois que c'est pour ça que très consciemment, le pape il a publié cette encyclique à peu près une demi-année avant ce sommet de Paris. Il s'est réuni juste ces jours-ci à Rome avec 60 maires de grandes villes du monde entier. Et il a souligné que pour lui, une visée importante de son encyclique, c'est cette conférence
à Paris. Donc lui, il en a fait presque un objectif aussi personnel. Oui, tout à fait, oui. Et il fera un voyage au mois de septembre aux États-Unis. Il va parler devant une assemblée de chefs d'État dans les Nations Unies. Il va parler devant les deux chambres du Congrès américain et il va certainement revenir sur les sujets de l'encyclique et sur ses préoccupations globales. Vous parlez des États-Unis, c'est peut-être là que l'encyclique a suscité le plus vif débat, les plus conservateurs notamment. On y revient, hein, on reprochait à François parfois d'être, disons, un petit peu à gauche. Fox News notamment, bon, qui est coutumier du fait, mais l'un de ses experts a dit qu'il était l'homme le plus dangereux de la planète. Est-ce que François peut être utile à ça, à ce débat qui est encore en cours? Il y a des positions très tranchées. En allant aux États-Unis, vraiment, lui, il veut être actif là-dessus aussi, hein. Oui, je crois qu'il ne se préoccupe pas trop de ces attaques qui viennent de l'extrême droite. C'était à attendre et dans son allocution devant les mouvements sociaux à Rome l'année dernière, il disait directement, oui, si je prends des positions comme ça, il y a des gens qui m'accusent d'être marxiste, mais il ne donne pas beaucoup d'importance à ça. Et en même temps, je crois qu'aux États-Unis, il y a eu d'autres voix. Par exemple, l'ex-vice-président Al Gore, qui se préoccupe beaucoup des questions écologiques. Qui avait fait un documentaire il y a quelques années qui avait remporté un grand succès. Hein, oui. Il n'est pas catholique, mais il paraît qu'il disait que cette encyclique me donne envie d'être catholique. Refermons cette émission sur le local, sur le concret. On en parlait du Salvador tout à l'heure. On l'a dit, François place beaucoup d'espoir sur le niveau local, en particulier sur les communautés. Alors vous, par exemple, au Salvador, concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait pour aider ces populations qui sont a priori les plus, enfin, qui vont être les plus touchées, les premières victimes oui. de ces questions. Oui. Comment on pourrait faire concrètement sur le terrain? Oui. Vous voyez, quelqu'un qui a vécu dans des contextes de pauvreté extrême, il sait par exemple, et c'est un thème que le pape reprend dans l'encyclique, une question très difficile, c'est la question comment faire de la cuisine. Et oui. Une famille pauvre au Salvador qui fait de la cuisine, ils n'ont pas d'électricité, ils font la cuisine avec du feu de bois. Et ça produit, bien sûr, des gaz et c'est très nuisible pour la santé. Ces familles, les enfants, chaque jour, ils sont exposés à la fumée. Et il y a un projet de faire de la cuisine avec de l'énergie solaire, par exemple. Promouvoir des projets concrets dans ce sens. Autre question, la question de l'eau. Il dédie tout un passage aussi à la question de l'eau, qui est un droit humain. On a droit à de l'eau. Et dans les pays du Sud, une des causes principales aussi de la mort des enfants, c'est l'eau. C'est l'impureté de l'eau. Donc ça serait une autre piste. Troisième champ, on l'a mentionné déjà, la question des forêts tropicales en Amérique latine, de se mettre d'accord qu'on ne va pas déforester pour puiser du pétrole, une question d'actualité à l'Équateur en ce moment. Et le pape, pendant son voyage à l'Équateur, il a pris position et il disait qu'il faudrait des accords pour éviter que ce qui s'appelle le parc Yasuni est détruit pour l'exploitation du pétrole. Donc il y a plein de possibilités, plein de pistes. On sent que le pape tape beaucoup sur les politiques dans cette encyclique, mais qui fonde énormément d'espoir sur les communautés locales, sur leur capacité à changer les choses, à peser en tant que consommateur. Vous avez senti ça au Salvador aussi, cette créativité, cette envie de changement, ces possibilités? Oui, bien sûr. Le pape, il insiste sur une approche, disons, concertée, intégrale. C'est pas seulement les politiques, mais c'est les mouvements sociaux. C'est les communautés religieuses. Il prend une perspective œcuménique et même interreligieuse. Et je crois que ça, c'est un des points forts aussi de cette encyclique, qu'il essaie de réunir un peu les forces et de proposer une collaboration
et de faire l'avenir de cette planète une préoccupation commune. Oui, il parle de la maison commune. Maison commune, c'est fort ça. Ouais. Et nous avons une responsabilité pour cette maison commune. On n'a pas touché un thème que je voudrais souligner quand même. C'est la beauté de la création. Et ce document s'intitule Laudato Si en faisant référence au chant de soleil de Saint François d'Assise. Et ce chant de soleil, qui est un chant merveilleux, il regarde d'abord la beauté et l'harmonie de la création. Saint François, il se sent uni avec cette création qu'il peut appeler la terre sa sœur, et l'eau la sœur, et la lune et le soleil son frère. Et c'est ça la spiritualité qui est sous-jacente à ce document et qui l'apporte. C'est ce qu'on retiendra pour conclure cette émission. Martine Mayer, merci beaucoup d'y avoir participé. Johanna, merci à vous. Merci Antoine. À bientôt. Merci à Voxbox pour les moyens de production. Cette émission a été produite avec le soutien du Parlement européen. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.